Bonjour, je suis le docteur Luc Escudier, je suis médecin gastro-entérologue et hypnothérapeute. Je voudrais partager cette vidéo avec vous parce que je vois de plus en plus de patients qui présentent des symptômes digestifs, des douleurs d'estomac, des colites, qui sont en rapport avec des sentiments de colère et surtout avec la grande peur que nous traversons actuellement au niveau de la France et puis plus généralement de la planète. Dans cette vidéo, je ne cherche à convaincre personne, je veux simplement partager des idées. Elle s'adresse préférentiellement à mes patients, mes amis, ma famille, mais également à tous ceux qui pourront se sentir touchés par mes propos. Pour commencer, je vous propose de revenir un petit peu sur la chronologie des faits qui nous ont touchés ces derniers mois. Fin 2019, on apprend qu'une épidémie d'un virus nouveau touche la Chine. Et puis en France, on se veut très rassurant. Il n'y a pas si longtemps, la Chine était un pays du tiers-monde. Le système français, le système de santé français est l'un des meilleurs du monde. Nous ne pourrons jamais être impactés et touchés. Puis au mois de janvier, les choses s'accélèrent. Des données commencent à arriver en Europe. Certains pays comme l'Allemagne prennent des dispositions pour acquérir des tests, des stocks de masques, et puis en France, il ne se passe pas grand-chose, peut-être préoccupé par les élections municipales à venir. Et puis, on a des discours plutôt rassurants, les masques ne servent à rien, ça ne sert à rien de tester. Des discours un petit peu déconcertants qui arrivent au fil du temps, que le nombre de cas de patients augmente. Restez chez vous et ne venez aux urgences que quand vous ne pouvez plus respirer, avec des techniques un peu déstabilisantes qu'on utilise en hypnose pour faire des inductions, ce qu'on appelle des dissociations, c'est-à-dire d'un côté, on vous dit que tout va bien, et de l'autre côté, on vous annonce heure par heure le nombre de morts. Donc ça crée une sorte de sidération émotionnelle, une forme de paralysie, de déstabilisation qui est vraiment très préjudiciable à l'être humain. Alors rapidement, au niveau de la planète, les premières données chinoises qui recherchent un petit peu des molécules pour contrecarrer ce nouveau virus, font état de l'efficacité de l'hydroxychloroquine qui avait déjà été prouvée dans de nombreuses études in vitro pour baisser la charge virale. Donc in vitro c'est en laboratoire, in vivo c'est chez l'homme. Et en France, curieusement, en janvier, ce médicament qui est utilisé à des milliards de doses depuis une cinquantaine d'années est classé comme un produit vénéneux et donc n'est plus autorisé. Donc très rapidement, en France, alors que des données, le professeur Raoult qui a été tant décrié fait une petite étude d'une vingtaine de personnes qui montre l'efficacité de ce produit, nos instances gouvernementales prennent un arrêté comme quoi il était interdit d'utiliser ce produit. Et puis très rapidement, un deuxième arrêté fin mars, comme quoi tout médecin généraliste avait la possibilité d'utiliser une drogue qui avait été retirée à la prescription de quasiment l'ensemble des médecins, sauf les psychiatres et les neurologues, c'est-à-dire le Rivotril, qui est un produit que l'on peut utiliser par voie intraveineuse dans le cadre de soins palliatifs pour abréger la fin de vie des patients. Donc ça donne du confort respiratoire, sauf que quand on met en place ce traitement, on sait que le patient ne se réveillera jamais. Donc il y a eu un décret qui a été effectif pendant une quinzaine de jours, comme quoi tout médecin généraliste pouvait utiliser ce médicament chez des patients suspects de Covid-19, prouvés ou pas. Donc là-dessus, une forme d'euthanasie autorisée pour laquelle j'ai écrit au Conseil de l'Ordre pour l'interdiction l'utilisation de l'hydroxychloroquine et pour l'utilisation de ce médicament pour lequel je n'ai eu aucune réponse. Donc c'est à ce moment-là un petit peu la panique. Il y a des cas sévères, on est touché par une épidémie virale importante, ça personne ne peut le nier, hein. Il y a eu beaucoup d'afflux, beaucoup de patients malades. Et puis quand même, d'un autre côté, il y a quand même déjà très rapidement, début 2020, des signes encourageants positifs. Vous pourrez rechercher sur Internet les propos du professeur Montagnier, qui a découvert le VIH, qui a étudié la séquence virale de ce Covid-19 et qui rapidement a identifié des séquences du VIH intégrées à la séquence de ce virus. Donc il s'est rapidement posé la question s'il n'y avait pas eu
une manipulation virale, quelque chose qui aurait pu s'échapper, volontairement ou involontairement. Et lui, très rapidement, il a prédit qu'en fait, la nature allait reprendre ses droits et que probablement, dans les semaines à venir, le virus allait éliminer ce qui ne lui appartenait pas ou qui avait été rajouté et allait ainsi perdre sa virulence. Et on peut constater quand même que depuis le mois de juin, même s'il y a de nombreux cas, le virus a perdu de sa virulence, puisque le nombre de décès, d'hospitalisation en réanimation, ou tout simplement d'hospitalisation, continue de diminuer. Ensuite est rapidement venu le temps de la déstabilisation de la population, avec donc d'un côté un gouvernement, un haut conseil scientifique qui était très alarmiste, qui parlait de deuxième vague, de troisième vague, que le virus serait là pour des années, qu'il n'y avait aucun traitement qui existait et qu'il fallait se préparer à des moments difficiles. Et puis certains ténors de la médecine, le professeur Raoult, le professeur Perron à Garches, le professeur Toussaint, ont commencé à émettre un avis différent et à se faire entendre avec des arguments forts. Dans ces arguments forts, on peut constater, quand on dépasse les frontières de la France, que rapidement, de nombreuses études, des dizaines, voire maintenant des centaines d'études ont été faites sur l'hydroxychloroquine. Et globalement, à l'échelle de la planète, dire que cette molécule n'est pas efficace est une contre-vérité avérée qui, dans le temps, sera largement démontrée. D'autre part, des stratégies différentes ont été mises en place et ces meneurs, ces professeurs ont insisté sur une donnée qui est importante, qui est le taux de létalité, c'est-à-dire sur le nombre de morts chez les patients porteurs contaminés par ce virus. Or, il apparaît clairement à Marseille, à Garches, des taux de létalité extrêmement faibles par rapport à d'autres centres qui ont opté pour des stratégies thérapeutiques différentes ou tout simplement aucune stratégie thérapeutique. D'autre part, en s'intéressant à ce conseil scientifique, qui globalement ne nous a pas donné des informations pertinentes depuis le début de la crise, on s'est aperçu qu'en fait, ce conseil scientifique avait des problèmes de conflit d'intérêts avec des laboratoires qui faisaient la promotion de molécules autres que l'hydroxychloroquine. Alors là-dedans, il n'y a rien d'illégal, ces formes de conflit d'intérêts sont tout à fait légaux, c'est-à-dire que tout médecin peut avoir des partenariats avec des laboratoires, sauf qu'au niveau du gouvernement, quand on nomme une commission spéciale en charge de trancher sur des décisions sanitaires, c'est difficile d'employer des gens qui sont liés avec des conflits, c'est-à-dire qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique, qui cherchent dans cette situation à vendre ou à promouvoir leurs produits. Tout ça n'a toujours pas été éclairci, rien n'a changé, et c'est bien malheureux. Au niveau de l'évolution, dans les semaines, dans les mois à venir ou dans les années à venir, comme dit le professeur Raoult, personne n'est devin et personne ne peut prédire ce qu'il va se passer. Ce que nous pouvons constater au jour d'aujourd'hui, c'est que rétrospectivement, sur les 6 derniers mois, l'épidémie qui a touché la France ou plus généralement la planète n'est pas une épidémie extraordinaire et que la planète a déjà connu des épidémies bien plus graves. Ce que l'on peut également constater, c'est que le virus semble perdre de sa virulence, comme l'avait indiqué le professeur Montagnier, parce qu'on ne peut pas parler de deuxième vague actuellement, car il n'y a pas une augmentation significative du nombre d'hospitalisations, de nombre de passages en réanimation, ou tout simplement de décès. Donc nous pouvons parler d'une augmentation du nombre de cas positifs qui ne sont pas forcément malades. Alors, certaines hypothèses vont dans le sens que le virus a évolué, a perdu de sa virulence, donc c'est peut-être une aubaine pour réaliser une immunité collective, pour nous défendre. Il y a peut-être également des tests de RT-PCR qui ne sont pas fiables, d'après les études jusqu'à 20% sont faussement positifs. Il y a peut-être également des débris de virus résiduels dans les voies nasales qui font que le test est positif alors que les gens ne sont pas malades. En tout cas, il n'y a aucun élément alarmant au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à surveiller, à dépister,
à anticiper, mais les voyants sont plutôt au vert. D'autre part, avec le recul, maintenant, nous savons que nous disposons d'un traitement efficace. En moyenne, quand il est utilisé selon les recommandations, c'est-à-dire tôt dans la maladie aux doses recommandées, avec une association d'hydroxychloroquine, d'azithromycine et de zinc, les taux de guérison sont de l'ordre de 99,5%. Donc une fois de plus, pas de quoi se faire un ulcère à l'estomac. Nous avons l'impression que actuellement, malgré ces données encourageantes, nous continuons à entendre aux chaînes d'information continue, qui auraient du mal à exister si elles annonçaient des bonnes nouvelles en continu, ou d'après nos politiques qu'il n'existe pas de traitement, qu'il faut s'attendre à des jours sombres, que tout va être compliqué. Et derrière tout ça, il y a des investissements de dizaines de milliards dans des vaccins hypothétiques à venir. Et ça va être difficile pour toutes ces industries qui ont investi des milliards d'euros ou de dollars de proposer, de faire accepter un vaccin à une population pour un virus qui perd de sa virulence et qui guérit à 99,5% de la population. Alors est-ce pour cela que nous restons dans une forme d'inquiétude, de déstabilisation entretenue à la fois par certains médias et par certains politiques? La question peut se poser. D'autant plus que concernant la vaccination, il faut quand même rester prudent. Un vaccin, ça ne se fait pas en quelques mois. Et puis, de manière assez curieuse, aux États-Unis, les industries pharmaceutiques qui produisent des vaccins ont déjà anticipé les complications. Et il faut savoir qu'ils ont déjà négocié avec les autorités américaines pour ne pas être poursuivis en cas de complications post-vaccination. Donc, toutes ces données incitent à la plus grande prudence concernant la vaccination d'une maladie qui semble aujourd'hui contrôlée et pour laquelle il existe un traitement fiable, efficace et sans danger. Dans ces mesures autoritaires qui dérivent un petit peu de cette incertitude, en France et puis ailleurs dans le monde, on nous impose de porter des masques alors qu'aucune étude scientifique n'a avéré l'utilité dans cette phase épidémique de porter un masque, en particulier en extérieur, alors qu'on sait que porter un masque dans de mauvaises conditions, le tripoter sans arrêt, ne pas pouvoir le changer, le faire traîner sur son tableau de bord de voiture et tout ça peut au contraire occasionner des désagréments. On prépare la rentrée scolaire de nos enfants avec le port du masque obligatoire, alors que clairement maintenant dans les études, on sait que les enfants ne sont pas des vecteurs de transmission importante, qui ne sont quasiment pas touchés. Et donc c'est quand même une folie d'envoyer nos enfants à l'école avec aussi peu de preuves scientifiques, ou du moins des preuves qui émanent d'un conseil scientifique qui est en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Envoyer nos enfants à l'école en portant un masque toute la journée, ça paraît complètement déraisonnable. Tous mes propos qui peuvent s'apparenter à une forme de critique par rapport à ce qui s'est passé, aux décisions gouvernementales ou à l'industrie pharmaceutique, ne sont pas du tout sectaires. Je ne suis pas du tout contre l'industrie pharmaceutique avec laquelle je travaille tous les jours. Merci à cette médecine de pointe, à cette médecine de science, quand vous avez un accident de la route, quand vous faites un infarctus, de pouvoir sauver des vies. Merci aux immenses progrès thérapeutiques qui sont faits. Moi, en tant que gastro-entérologue, quand j'ai commencé, l'hépatite C, on l'a soignée dans 12% des cas, au prix de traitements qui duraient un an et demi. On injectait de l'interféron qui donnait la grippe aux gens toutes les semaines. Et aujourd'hui, il existe des molécules, vous prenez 2 comprimés par jour, et en 4 à 8 semaines, sans aucun effet secondaire, vous êtes guéri. Dans les maladies inflammatoires digestives, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de traitement. On ne pouvait pas les laisser sous cortisone au long cours. On prenait des gens qui avaient 20 ans, on les hospitalisait, on leur mettait une voie centrale, on les nourrissait par les veines, et pendant 3 semaines, ils restaient hospitalisés, nourris par les veines. Aujourd'hui, il existe des biothérapies qui permettent de contrôler ces maladies,
Et ça, c'est des grands progrès, et un grand merci à cette recherche, à cette industrie pharmaceutique. Le problème, je le vois différemment. C'est que nous avons bâti notre société plus sur une industrie de la maladie que sur un conseil de santé en termes de prévention. Globalement, au jour d'aujourd'hui, nous voyons une explosion du nombre de cas de cancer, d'allergies, de maladies dites immunitaires. Personne ne sait pourquoi, les gens sont de plus en plus jeunes à être touchés, et donc il y a de la recherche, il y a des développements de médicaments pour aller contre la maladie. Or, clairement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans? Ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est que nous ne mangeons pas la même chose, nous ne respirons pas le même air, nous n'avons plus la même activité physique, et nous sommes en proie à des troubles émotionnels que jadis personne ne connaissait. Aujourd'hui, un collégien, de quoi on lui parle? On lui parle de chômage, on lui parle d'insécurité, on lui parle de racisme, on lui parle de terrorisme, et maintenant on lui parle de maladie. Donc bien entendu que la construction de la société n'est plus du tout la même. Je crois que si nous voulons prendre un tournant à la fois économique et social par rapport à tout ce que nous traversons, il est important que chacun, à l'échelle individuelle, puisse faire un pas dans ce qu'il peut améliorer de lui par rapport à lui, que ce soit dans son mode d'alimentation, que ce soit dans son mode de vie, dans son mode de consommation, tout simplement dans son mode d'être. Et que cette prise en charge individuelle doit se mettre au service d'un collectif. C'est pour moi dans ce sens de prise de conscience individuelle, de service collectif, que nous pourrons, plutôt que nous opposer les uns aux autres, nous écouter, discuter et avancer pour les changements en termes de médecine, en termes d'écologie, en termes de planète ou de société tout simplement que nous voulons faire. Pour finir et pour avoir une note optimiste, moi je dis souvent à mes patients que je vois terrorisés, apeurés quand ils rentrent à la consultation, regardez dans votre famille le nombre de personnes qui ont été touchées par le Covid-19. Il y en a 99 sur 100 personnes. Dans votre entourage, très peu. Regardez le nombre de gens qui ont été hospitalisés autour de vous, le nombre de gens qui sont décédés. Moi, dans ma pratique, depuis 6 mois, je ne suis pas médecin aux urgences, je ne gère pas les phases aiguës, mais je vois entre 80 et 100 patients par semaine. Depuis 6 mois, j'ai vu un patient qui est passé en réanimation suite au Covid-19 et qui s'en est sorti. Il était fragilisé après une opération de prothèse de hanche, il a été malade. Le reste de sa famille a été malade, ça a été bénin. Et pour lui, il a fait 7 jours de réanimation et il est actuellement totalement remis. Ensuite, j'ai 4 ou 5 patients qui ont été malades. Certains ont perdu le goût, perdu l'odeur. D'autres ont eu la fièvre pendant quelques jours. D'autres ont été un petit peu fatigués. Mais rien d'alarmant, rien de dramatique. Donc, apaisez-vous. La situation nécessite d'être contrôlée, mais pas avec peur. Alors, pour terminer dans cette situation un petit peu particulière, je vous invite simplement à vous détendre et puis à prendre soin de vous et de vos proches. Au revoir.